L'Algérie et la République démocratique du Congo ont une dotation territoriale qui est extrêmement importante. Donc, ce qui les oblige doublement, plus que d'autres pays de petite taille, à gérer un territoire et à veiller à son équilibre et faire en sorte qu'il y ait une équité territoriale qui puisse rassembler les citoyens autour d'une identité nationale qui soit forte et qui fait que chacun trouve sa place là où il est. Docteur Mohamed Bacha, ancien ministre algérien de l'Industrie, docteur en économie et stratège de l'État algérien, avec une longue carrière dans l'administration et la politique. Vous savez, la dépendance n'est pas indéterminée. La dépendance, c'est une situation dans laquelle on se met et parfois on se complaît. Donc c'est nous qui nous mettons en situation de dépendance en refusant de mieux explorer, de mieux exploiter les ressources que nous avons. Un Algérien peut entrer à l'école à l'âge de 6 ans, en sortir à l'âge de 22 ans ou de 30 ans avec un doctorat, sans avoir déboursé un seul centime pour sa formation. Ah oui. Peut-être qu'on est le seul pays d'Afrique avec l'Afrique du Sud, à une moindre mesure. De manière moins massive, Oui. à consentir un logement gratuit de 3 pièces, 4 pièces, parfois jusqu'à 5 pièces, gratuitement aux citoyens qui sont dans le besoin. Quels sont les enseignements concrets de la RDC tirés de l'Algérie? Alors, bienvenue dans Bani Talks, votre podcast où on parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement, sans filtre et sans détour, avec un focus assumé sur la RDC et sur l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous avoir sur ce plateau, c'est le ministre. Bienvenue sur Bani Talks. Merci de m'accueillir, c'est très gentil à vous. Alors pour commencer, je voudrais juste vous demander en quelques minutes, vous demander de vous présenter pour que c'était... Ah oui, disons, le dernier poste officiel que j'ai occupé a été ministre de l'Industrie en Algérie. Donc au préalable, j'ai pratiquement fait tout mon cursus professionnel au niveau du ministère de l'Industrie, du directeur, à directeur général, à secrétaire général, à ministre. Donc, disons que je suis un enfant de la balle du secteur industriel. Alors donc ça fait combien d'années que vous êtes dedans? Là, écoutez, j'ai une carrière qui s'étale pratiquement sur 40 ans, avec, disons, les 20 dernières années consacrées au secteur de l'industrie. Dans une vie antérieure, avant de rejoindre l'administration, j'ai été professeur d'université. Et au préalable, lorsque j'avais démarré ma carrière en sortant de l'université, j'ai d'abord commencé à être administrateur au niveau du ministère de la planification en Algérie. Et puis progressivement, on est passé d'un secteur à un autre, jusqu'à atterrir à l'industrie et terminer pratiquement ministre de l'Industrie. Quand vous, avec la connaissance que vous avez de la RDC, quand vous faites un rapprochement, quel rapprochement vous faites des deux pays? Rapprochement dans quel sens? Dans le sens, il y a des divergences ou des convergences entre les deux pays? Oui. Qu'est-ce qu'on a en commun? Vous savez, ce qu'on a de commun, c'est l'exigence de gérer un territoire immense. L'Algérie et la République démocratique du Congo ont une dotation territoriale qui est extrêmement importante. Donc, ce qui les oblige doublement, plus que d'autres pays de petite taille, à gérer un territoire et à veiller à son équilibre et faire en sorte qu'il y ait une équité territoriale qui puisse rassembler les citoyens autour d'une identité nationale qui soit forte et qui fait que chacun trouve sa place là où il est. Je pense qu'on le partage de manière forte par rapport à beaucoup de pays africains qui ont, disons, des territoires plus mitigés et qui n'ont pas cette chance d'avoir, disons, un espace vital qui leur permet d'exprimer une volonté de développement qui soit forte et qui leur permette progressivement de sortir un peu de l'ornière dans laquelle le colonialisme nous avait mis. Alors, vous avez de l'expérience d'un pays qui est dit fortement dépendant des hydrocarbures. Vous avez bien fait de faire les deux. Les deux accroches, c'est oui. Ah, il faut le souligner en rouge et l'enlever rapidement de disque. Qu'est-ce que vous dites de cette interprétation? Vous savez, la notion de dépendance, c'est une notion qui fait partie d'un narratif discursif qui nous vient essentiellement d'Occident.
Et souvent, nos élites, parfois, par mimétisme intellectuel, enfin par paresse intellectuelle, auront tendance à adopter des schémas de conseil, des concepts qui, appliqués, auront tendance à nous dévaloriser plus qu'à nous donner les moyens et les outils qui nous permettraient de mieux faire face aux situations de sous-développement qui nous ont été léguées à nos indépendances. Donc la notion de dépendance est extrêmement marquée. Donc il faut ne plus la considérer comme telle, mais considérer que ce que nous avons comme richesse est une opportunité qui nous permettrait, sous certaines conditions, d'aller peut-être plus vite que ne le feraient d'autres territoires qui seraient moins dotés dans certaines ressources qui les permettent de mieux négocier les virages de développement. Ce même langage, on l'adapte pour la RDC aussi, parce qu'on dit généralement que la RDC est dépendant de... Mais vous savez, la dépendance n'est pas un déterminisme. La dépendance, c'est une situation dans laquelle on se met. Et parfois, on se complaît. Donc, c'est nous qui nous mettons en situation de dépendance en refusant de mieux explorer, de mieux exploiter les ressources que nous avons. Et on en fait une dépendance. Certains pays, on pourra même citer des pays européens, qui ont une certaine dotation en hydrocarbures, ils n'ont jamais été considérés comme étant dépendants des hydrocarbures. Par contre, d'autres pays en voie de développement sont affichés comme dépendants des hydrocarbures, parce que le plus souvent, ils n'ont jamais réussi à exprimer une ambition de développement qui soit forte et qui les aurait portés à d'autres seuils où la ressource devient une ressource parmi d'autres. Donc, on ne peut jamais incriminer une ressource en lui accolant même au-delà de la dépendance, la notion de malédiction. Bien sûr. Ce qui est terrible. Le fait que vos parents vous lèguent un certain héritage pour démarrer dans la vie ne peut constituer une malédiction que si vous êtes paresseux et complètement taré. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'actif, si vos parents disent une dotation de 100, vous faites en sorte qu'elle devienne 1000, 10 000 et 100 000. Exactement. Donc, il y a des gens qui bouffent leur héritage et ils finissent dans la rue, d'autres qui en font véritablement un point de départ et un point d'appui et qui leur permettent réellement de se développer. Donc, au-delà de la dépendance, c'est une ressource qu'il faut exploiter pour pouvoir accélérer notre développement et faire en sorte qu'on sorte chaque Algérien, où qu'il soit sur le territoire national, ou chaque Congolais, où qu'il soit sur le territoire national, d'une situation peut-être d'indigence qu'il ne mérite pas par rapport aux ressources de son pays. Alors, comment votre pays, l'Algérie, a tiré parti de ces mines et des hydrocarbures pour amorcer une diversification de son économie? Écoutez, c'est des dispositions, je parle d'Algérie, ça n'engage que l'Algérie, enfin que moi, par rapport à ma perception de mon pays. Nous avons un héritage doctrinal, et je pense que c'est le cas en voyant un peu le Congo, où on a une aversion pour tout ce qui touche à l'oppresseur. Donc, ce qu'on ne souhaite pas pour les autres peuples, vous imaginez bien qu'on ne le souhaite pas pour nos citoyens, bien sûr. Donc, le principe de la dignité, le principe de l'équité, le principe de la solidarité est intrinsèque de l'identité algérienne. Il est inimaginable qu'on puisse imaginer un Algérien qui puisse dormir en ayant la peur au ventre de ne pas se nourrir. Un Algérien qui aurait la peur au ventre de ne pas éduquer ses enfants. Un Algérien qui aurait la peur au ventre de ne pas soigner correctement ses enfants. Un Algérien qui aurait la peur au ventre de ne pas trouver de l'eau dans son robinet. De ne pas pouvoir allumer l'électricité de manière correcte sans avoir peur de la facture qui arrive à la fin du mois. Donc tous ces éléments-là, en Algérie, notre pays s'est organisé pour les mettre à la disposition de ces citoyens. Nous avons un système, disons, de soutien au cadre de vie et pour subvenir aux besoins de base des citoyens qui pratiquement absorbe 12 à 15% du budget de l'État chaque année.
donc de l'ordre de 12 à 15 milliards de dollars, qui sont réservés pour accompagner le citoyen sur un certain nombre de besoins qui lui facilitent son alimentation, sa vie de tous les jours par rapport en termes de commodités, l'électricité, gaz et eau, par rapport à l'éducation de ses enfants. Un Algérien peut entrer à l'école à l'âge de 6 ans, en sortir à l'âge de 22 ans ou de 30 ans avec un doctorat, sans avoir déboursé un seul centime pour sa formation. Ah oui. Ça, c'est... Il peut terminer docteur de n'importe quel secteur sans avoir dépensé un seul centime pour sa formation, sauf s'il le souhaite. Ça dépendra de ses parents. C'est un choix. Bon, non, s'il souhaite aller vers une école privée, oui, l'offre est diversifiée. C'est sûr. S'il souhaite bénéficier de cours de soutien, libre de faire. Mais une personne qui, disons, n'a pas de ressources énormes, peut se permettre d'espérer que son fils devienne ingénieur ou devienne docteur. Et c'est le cas pour beaucoup de familles qui ont réussi à s'élever socialement grâce à l'éducation de leurs enfants que l'État a permis gratuitement. On peut aussi d'autres cas où le citoyen est totalement soutenu par l'État, par exemple en matière de logement. Peut-être qu'on est le seul pays d'Afrique avec l'Afrique du Sud, à une moindre mesure, hein, de manière moins massive, à consentir un logement gratuit de 3 pièces à 4 pièces, parfois jusqu'à 5 pièces, gratuitement aux citoyens qui sont dans le besoin. Alors, visiblement, en Algérie, Et donc, on considère qu'en Algérie, il n'y a pas de crise de logement. Et vous ne trouverez aucun citoyen habitant un habitat précaire ou ce qu'on peut appeler à l'époque le bidonville. ah oui. Donc, depuis 10 ans pratiquement, il y a l'éradication totale de toute forme de bidonville dans le pays. Éradication totale. Tous les Algériens ont été logés dans des cités décentes, avec toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours. Alors, quand vous parlez de la réalité de l'Algérie, on a quand même une disparité, une distance avec la réalité en RDC. Quels sont les enseignements concrets que la RDC peut tirer de l'Algérie? Je disais tout à l'heure, la doctrine algérienne donc, est basée sur l'équité, la solidarité, sur la dignité du citoyen. Du point de vue de l'État, la doctrine économique est basée sur le principe de l'industrialisation en utilisant la ressource d'hydrocarbures comme moteur de développement. Donc on peut considérer à peu près que plus de 60% des ressources d'hydrocarbures engrangées par le pays depuis son indépendance ont été affectées au développement industriel. L'Algérien, en prenant possession de son logement, peut avoir la garantie absolue que tous les éléments qui font qu'un logement est viable sont produits en Algérie. Du frigo au chauffage, au four. Pratiquement tous les éléments sont constructibles et construits en Algérie, sauf s'il le souhaite et qu'il a les moyens de le faire, d'acheter d'autres marques et d'autres origines de produits. Mais nous subvenons, vous entrez dans un supermarché, vous êtes en mesure d'acheter tout produit alimentaire industrialisé, produit en Algérie. Donc en termes d'agroalimentaire, notre pays arrive à subvenir à plus de 80% des demandes, des besoins alimentaires par des produits made in Algérie. Ah oui, 80%. 80%. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on a réussi à couvrir les besoins en termes de soins médicaux, des médicaments, à plus de 70%. L'Algérie est totalement autosuffisante en ciment, en fer de construction et en céramique. Donc il y a une volonté réellement d'industrialisation du pays et d'utiliser la ressource pour pouvoir permettre au pays de s'autonomiser. On dit maintenant autonomie stratégique, pour pouvoir réellement compter sur ses ressources, sur ses citoyens. Et l'industrialisation est un processus
où on essaie d'éviter les bipolarités conceptuelles que les économistes aiment bien. Oui. Par exemple, ils vous diront, est-ce que vous optez pour une stratégie de substitution aux importations, et là on vous voit d'un mauvais œil, ou alors c'est de la promotion des exportations. C'est-à-dire que vous êtes ouvert sur le marché mondial, que vous allez. Souvent, de mon point de vue, je considère que c'est une manière de poser le problème qui est totalement fausse. Et l'Algérie, très tôt, depuis son indépendance, des prédécesseurs, oui, qui étaient de loin plus intelligents que ce qu'on pourrait être même en lui-même, avaient compris que l'orientation pour l'exportation pouvait être dommageable si on n'est pas prêt à jouer sur la scène internationale. N'importe quel joueur au niveau du championnat national du Congo ou d'Algérie n'est pas forcément éligible à jouer dans des championnats internationaux. Il allait à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, il faut une sélection progressive de manière à ce que ceux qui s'exportent s'internalisent et rentrent dans la globalisation internationale, deviennent utiles pour eux-mêmes et utiles pour la nation. Et non pas simplement un genre de maquillage d'exportation où c'est des faux semblants et où finalement, en exportant, on fait plus de mal à son pays qu'on ne l'enrichisse. Donc cette démarche a été comprise très tôt, ce qui a fait que l'Algérie, pendant de dizaines d'années, a consacré son orientation industrielle pour produire des produits pour le marché algérien. Il n'a été en aucun cas question d'exporter de manière volontariste. Donc même ceux qui souhaitaient exporter ont été découragés du fait de la non-préparation encore suffisante pour pouvoir intégrer les marchés mondiaux qui souvent nécessitent et imposent des exigences en termes de commercialité, mais en termes de normes qui peuvent être extrêmement élevées et que finalement, en y allant, on peut être plus mal qu'en restant chez soi. Donc, je pense que depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, le pays a mis en place une base industrielle extrêmement solide. Les entreprises sont arrivées à un niveau de maturité extrêmement intéressant sur le plan managérial, de la maîtrise des techniques de gestion, d'organisation, en matière de maintenance, en matière de logistique, en matière de marketing, qui fait qu'une bonne partie de ces entreprises deviennent éligibles à aller vers les marchés internationaux avec des produits de qualité, compétitifs, même s'il y a encore un travail à faire en matière de compétitivité, et c'est d'être en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, il y a un affinement progressif. Et c'est pour ça que, à l'occasion de la tenue à Alger d'une manifestation grandiose, donc l'AITF, l'African, comment on dit ça, l'interafricain du libre-échange. Donc, beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de collègues africains qui sont venus de différents pays d'Afrique et d'ailleurs, ont pu comprendre les niveaux auxquels est arrivée l'industrie algérienne et beaucoup de contrats ou de projets de contrats et d'ententes ont été signés. Et on peut espérer que ça peut être un point de départ pour densifier encore davantage le commerce interafricain. Et il ne sera pas surprenant que dans quelques années, vous trouverez des produits algériens vendus dans les supermarchés au Congo. Regardez, effectivement, c'est parce que là, maintenant, on parle de la V4, c'est devenu ce slogan. Oui, bien sûr. Et un des aspects pour la diversification du pays, c'est effectivement la transformation. On comprend que 80% des produits en Algérie sont des produits algériens. Je me dis que l'Algérie doit être prête pour la SMECA. Oui, je pense que les éléments ont été déclarés clairement à tous les niveaux. Et les entreprises ont montré véritablement une disponibilité à faire valoir les capacités qui sont maintenant les leurs pour aussi contribuer à satisfaire les marchés africains avec des produits africains. Et ce qui ne m'interdit pas aussi éventuellement de réfléchir à des partenariats entre entreprises algéro-congolaises ou algéro-autres qui souhaitent tenir ce type de contact et de relations pour pouvoir aller vers un co-développement
qui serait bénéfique pour nos deux pays et qui brise aussi les schémas habituels, parfois de soumission d'une économie africaine à une économie étrangère, qui, elle, est dominante, et l'économie africaine se suffirait à entretenir la consommation et le commerce. Donc, on souhaite qu'il y ait véritablement un équilibre de partage et qu'au final, tous les pays africains puissent gravir les échelons de développement de manière harmonieuse et partagée, et que chaque pays trouve son compte par rapport à ses besoins et ses capacités. Et ensemble, on puisse vraiment construire un continent qui soit homogène, ou qu'il n'y ait pas de disparité entre des pays industrialisés ou d'autres qui seraient maintenus dans un état de dépendance, comme vous disiez tout à l'heure, qui n'est souhaitable pour nos pays. Donc on a trop souffert de la domination pour pouvoir ne pas réfléchir ensemble à une manière de travailler d'une manière cohérente, partagée, et qui fasse qu'on puisse se co-développer chez nous et chez nous. Mais alors, quand on parle aujourd'hui de la zone de libre-échange, il y a toujours aussi la question d'infrastructure qui vient, qui est infrastructure. Parce que l'Algérie, va avoir la distance qui nous sépare de l'Algérie. Et ça veut dire, Oui, c'est effectivement une des entraves majeures qui peut se poser. Vous savez, il n'y a pas de circulation sans voie de circulation. Évidemment, vous savez, le corps humain, vous savez, les veines dans le corps de l'humain, tout ce qui permet au sang de circuler, pris en poids, représente peut-être moins de 2% du poids de la personne. Et pourtant, sans circuit sanguin, tous les organes périssent et pourrissent. exactement. Donc, c'est vrai que l'infrastructure, parfois, peut ne pas être immédiatement rentable en tant que telle, si on doit la mesurer par rapport à un ratio sur le PIB. Mais rapporté à ce qui est induit en termes de circulation de richesse et d'augmentation de la richesse par sa circulation et son partage, fait qu'absolument, il faut qu'on puisse réfléchir. Je ne sais pas, peut-être je vais utiliser un concept occidental que je n'aime pas trop, une sorte de plan Marshall, qui permet de véritablement une mise à niveau de toutes les régions africaines, de manière à permettre une circulation des biens et des personnes qui soit aisée, facilitée, et que la distance ne soit pas une entrave à nos échanges et à nos partages. Mais cela nécessitera peut-être de réfléchir à des formules innovantes de partenariat et de partage de financement, ce que l'Algérie a déjà commencé à faire avec la dorsale, la transsaharienne, Ah oui. qui va de Alger jusqu'à Lagos, Ah oui. et qui est maintenant pratiquement à 80%, si je ne m'abuse, de réalisation. Et qui devrait, je pense, être finalisé dans les 2 ans qui viennent. Et qui permettra, à partir donc de la dorsale algérienne, permettre à notre frère tunisien, nos frères tunisiens, de transiter par cette voie, puisqu'il y a une autoroute qui va jusqu'à Tunis, à partir d'Alger, et pour irriguer, sur le court terme, aussi bien le Niger, le Mali, le Nigeria, et le Tchad, et tous les pays qui sont autour du Sahel. Il faudra vraiment intégrer et faire en sorte que, peut-être à l'horizon 2030, or 2030 c'est un peu court, disons 2035-2040, espérer constituer un marché commun africain où véritablement on partagera pas simplement le continent, mais aussi notre avenir. Alors, l'autre boulon dans le commerce intercontinental, c'est souvent, on estime que les pays africains ont souvent les mêmes produits à l'état brut, Oui. et qu'on ne sait pas échanger les mêmes produits qu'on produit chez soi. Oui, effectivement, je pense qu'il y a des étapes à franchir pour pouvoir véritablement consolider toutes les économies. Peut-être qu'il y a des économies qui ont pris le petit chouïa d'avance. On peut penser aux pays du Maghreb. La Tunisie est assez diversifiée. Il y a une industrie qui est aussi tout à fait honorable et respectable. La Libye traverse une période un peu spéciale. On va essayer de mettre une parenthèse sans en parler.
L'Égypte aussi est une force industrielle extrêmement importante. Au sud de l'Afrique, donc il y a une marge encore très importante de développement à faire. Vous savez, on estime à peu près que près de 40 pays sur les 54, je crois, de l'Afrique ont un produit intérieur brut qui ne dépasse pas les 40 milliards. C'est extrêmement faible par rapport au potentiel qui existe. Quand on sait que au Maghreb, la moyenne, là, 250, l'Égypte est à plus de 500. Ah oui. Bon, donc la Libye, n'en parlons pas pour l'instant. Et si on descend, disons en termes géographiques, hein, Oui, c'est pas en termes hiérarchiques, c'est sûr. c'est la carte, mais par rapport à la carte. Même si, vu de haut, la Terre est plate. Exactement. Mais disons, mentalement, quand on voit la carte et que devant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis étonné, par exemple, de voir un pays comme le Cameroun avec 70 milliards de PIB. Sénégal avec un PIB de 30 ou 40 milliards. Donc, il y a encore de la marge. Je pense que les pays qui avaient une stratégie, nous, on a toujours refusé cette idée de dépendance. Ah oui. Ce qui fait qu'on a toujours considéré que les ressources pétrolières et de gaz sont là pour bénéficier à la société et aux citoyens. À la société et aux citoyens à travers le déploiement de l'énergie sur tout le territoire national, c'est-à-dire avoir de l'eau, du gaz, de l'électricité au dernier point du territoire. Et qu'aucun citoyen n'en soit privé là où il se trouve. Avant même de penser à l'exportation, C'est ça. C'est-à-dire si la ressource qu'on a ne bénéficie pas aux citoyens, il y a un problème. Oui. Le paradoxe serait qu'on soit dans un pays riche en ressources et les populations faibles en commodités. Pauvres en commodités. Donc cela, je pense que ça a été réfléchi de manière stratégique et c'est un écueil qu'on a évité. L'Algérien, là où il est, peut se targuer d'avoir accès au réseau électrique, au réseau d'eau potable, au réseau de gaz d'une manière permanente. Et s'il y a des couacs de consommation, c'est une affaire de management et de gestion. Et de toutes les façons, le programme ne s'arrête pas. On cherche toujours les endroits, ce qu'on peut appeler des zones d'ombre, où il y a un couac de planification, où il y a un couac de management. Et souvent, la sanction est intraitable contre les managers qui ne respectent pas ce type de planification. Et les mesures sont prises très rapidement pour pouvoir pallier les déficiences éventuelles qui pourraient exister. Et le gros, nous sommes à peu près à une moyenne de 95% de déploiement du réseau d'eau potable d'électricité. pour finir, Donc voilà, donc pour le côté social et pour le côté industriel, le pétrole et les hydrocarbures sont utilisés comme ressources. Sur le plan financier, l'Algérie est désendettée. Nous sommes pratiquement le seul pays africain avec pratiquement, je crois, 3,5 ou 4 milliards de dollars d'endettement, qui est maintenu à titre sportif. Hein. C'est pas besoin. pas besoin. Et nous sommes avec un service de la dette, c'est-à-dire le montant qu'on paye annuellement au titre de la dette, qui est inférieur à 1% des recettes d'exploitation. Donc, très très loin de la dépendance, disons, financière qui accable un certain nombre de pays. Et en même temps, cette liberté, donc absence des possibilités de toute force étrangère à s'ingérer dans notre démarche de stratégie de développement, fait que la plupart des entreprises arrivent à se consolider et à se doter de moyens de développement industriel importants et qui couvrent pratiquement tous les besoins du marché par rapport aux besoins du citoyen. Et en parallèle, l'aspect innovation, l'aspect lié au système d'innovation qui est fondamental pour le développement si on souhaite s'autonomiser sur le plan technologique. Ce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est bien la Chine et que n'importe quel pays qui se développe
c'est d'abord appuyer sur une technologie importée. Exactement. Mais le problème, il n'est pas tellement dans la technologie importée. Le problème est dans sa perpétuation de la dépendance technologique. Je pense que c'est un écueil qui est en train d'être corrigé assez fortement, puisque les pouvoirs publics ont donné véritablement une poussée absolument extraordinaire pour le développement du système d'innovation. Et on compte actuellement quelque chose comme 6 000 startups qui bénéficient du label. Et à partir du moment où ils bénéficient du label, donc ils sont sur une idée innovante, un potentiel de développement important, une capacité à s'ancrer dans le secteur industriel, fait que on peut arriver à une consolidation en termes de développement technologique qui pourrait être extrêmement importante dans les mois à venir. Et cela permettra réellement d'autonomiser notre industrie par rapport au développement industriel, désormais rattaché au développement technologique comme élément catalyseur de ce développement. Alors, comme je disais, pour finir, la RDC, comme vous l'avez dit au début, on partage certains points communs, comme la superficie. Je souligne que Vous avez aussi la population qui est extrêmement importante. Exactement. Et vous savez, une population n'est jamais un fardeau. Une population, c'est d'abord une capacité humaine d'action, d'ailleurs que beaucoup de pays nous envient, qui font tout pour la distraire à l'Afrique. Vous savez, l'Occident a une démographie déclinante. C'est-à-dire, fondamentalement, il y a plus d'Européens qui meurent que d'Européens qui naissent. Donc, même un couple d'Européens, je crois dans les statistiques que j'ai vues, donne moins d'un enfant par an. Donc, il faut être 2 couples pour avoir un enfant. Ici, maintenant. Oui. Donc, c'est vrai que l'Afrique a cette richesse extraordinaire en termes de capital humain, d'ailleurs, qui a été en Algérie un des moteurs du développement. Je parlais tout à l'heure de la formation, donc, qui est prise en charge par l'État totalement du premier jour d'entrée à l'école jusqu'à la sortie en tant que même médecin spécialiste. Avec un diplôme d'ophtalmologue, vous n'aurez pas payé un seul dinar depuis, sauf peut-être les frais d'inscription de moins d'$1 qui est payé de manière symbolique. Donc, l'aspect formation est fondamental et le capital humain est pris en charge à tous les niveaux, donc en termes sur le plan budgétaire. Et sur le plan de la formation, nous avons un réseau de grandes écoles, d'ailleurs dont bénéficient pas mal de Congolais. Ah oui. Oui, en venant d'ailleurs, lorsque je suis passé à l'ambassade du Congo à Alger, l'assistant consulaire qui m'a reçu d'ailleurs, très gentil et très sympathique, est un médecin formé en Algérie. Ah oui, alors on lui pose la question, vous êtes là depuis combien d'années? Il me dit là, je suis depuis 15 ans. Ah bon, et comment se fait-il? Eh ben, j'ai fait ma formation de médecine. Donc il est médecin, qui a été à Annaba, et qui connaît pas mal l'Algérie d'ailleurs. Moi-même, quand j'étais étudiant, on avait pas mal d'étudiants congolais qui étaient avec nous. Ah oui. Oui, il y avait des gens extrêmement intelligents, très brillants, et avec qui on avait beaucoup de plaisir à travailler dans les exposés, dans les thèmes de recherche que nous avions. Et donc, il y a une tradition panafricaine algérienne qui est extrêmement importante. Et je pense qu'il est en train d'être, de reprendre et de s'intensifier. Le partage humain est très important dans la construction des cultures africaines. Et il n'y a pas de différence entre le nord et le sud. C'est une dichotomie tout à fait coloniale qu'on refuse sans négociation et sans discussion. Alors, s'il y a quelque chose que nous doit apprendre de l'Algérie à la RDC, ce serait quoi si on pouvait oublier tout ce qu'on s'est dit? On n'avait pas intérêt à l'oublier. Non, pas du tout. Alors, pour simplifier, s'il y a une chose qu'on devrait apprendre de l'Algérie pour la RDC, parce qu'on partage un héritage. Je souhaite que ces gens puissent s'apprendre mutuellement. De toute façon, oui. Il n'y a pas de pays qui soit plus capable de distancer des leçons à l'autre. Mais c'est vrai que c'est un partage d'expérience, c'est sûr.
Donc ce partage d'expérience, effectivement, nous amène peut-être à ce qu'il y ait un système de planification véritablement qui permette de définir une vision de l'avenir qui soit partagée par tous les citoyens. En Algérie, vous ne trouverez pas de citoyens qui ne soient pas d'accord sur l'exigence du développement et de l'industrialisation. Et souvent, parfois sur certains produits, on est surpris que ça ne se produise pas encore en Algérie. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne le font pas? Donc, il y a un consensus national autour de l'exigence d'industrialisation. Cela, il faut faire en sorte que tout le monde y prenne part. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est quels sont les acteurs qui sont les plus aptes à mener ce type d'action? Quel est le rôle de l'État? L'État algérien s'est toujours déclaré un État stratège qui n'a jamais abandonné l'économie à un sort indéfini. Que ce soit en termes de transformation ou de régulation. Nous avons encore en Algérie plus de 200 entreprises publiques qui pratiquement couvrent l'ensemble des secteurs d'activité. Donc vous avez aussi bien des entreprises qui font dans la construction, que celles qui gèrent des hôtels, que celles qui produisent des frigos, qui produisent des télés, et qui produisent tout type de produits industriels qui permet d'alimenter le marché, de l'entretenir et de le réguler pour éviter toute forme de distorsion ou d'inflation qui serait non contrôlable. Donc les entreprises publiques jouent un rôle très important. Tout secteur d'activité, vous avez le secteur de la pharmacie, l'entreprise Saïdal peut être considérée comme une des plus importantes d'Afrique. Vous pouvez me citer n'importe quel secteur d'activité, il y a une entreprise nationale, publique, qui constitue une entreprise tampon qui permet d'absorber les chocs au niveau du secteur et de s'assurer de l'alimentation régulière de la population dans le premier consommé. Ah oui. Prends le problème, enfin la question de tout ce qui est électronique. On a aussi bien de grandes entreprises privées comme Condor qui arrivent véritablement à se positionner comme un leader africain, que l'entreprise nationale des industries électroniques qui produit aussi les téléviseurs, qui produit aussi les smartphones, qui produit tous les types de consommation, enfin de matériel, d'équipements électroniques nécessaires aux citoyens. Donc il y a un partenariat finalement public-privé, pas forcément au sens classique qu'on l'entend, mais au sens de support mutuel où l'économie marche sur ses deux pieds, aussi bien privé que public, pour pouvoir résister à la concurrence étrangère, ce qu'ils font relativement très bien, et en même temps alimenter le marché, de réguler et avoir une capacité de développement que parfois le privé peut être réticent à voir. Donc l'État régalien est là, il assure tout ce qui concerne la sécurité et les dispositions nécessaires à la santé du citoyen et à son éducation. Et l'État entrepreneur, si vous voulez, joue aussi un rôle important, puisqu'il continue à assumer des entreprises publiques de très grande taille qui contribuent et qui participent aussi au transfert technologique, à la densification des startups et au développement du secteur industriel dans tout le monde. Ça, c'est Le ciment, on a 12, si je ne m'abuse, 12 cimenteries publiques, oui, plus des cimenteries privées, il y en a 4 ou 5, de niveau vraiment très, très important, qui produisent pratiquement, disons, 150% des besoins du pays. Donc ils couvrent très largement les besoins du pays et ils arrivent à dégager des quantités excédentaires qu'ils arrivent à exporter. C'est la même chose pour le fer. La sidérurgie. Vous savez, le fer, extrait en tant que tel, sur la base du fer basique, sur les marchés mondiaux, il fait à peu près $70. Lorsqu'on le transforme en acier, qu'il devient industrialisable, donc éligible à être utilisé dans la construction
ou dans les transformations industrielles, sa valeur passe à 1200, 2000, jusqu'à 3000 $ la tonne en fonction de la qualité de l'acier. Donc, si on veut valoriser nos secteurs d'activité, il faut ici industrialiser, soit en diversifiant par ce qu'on appelle la définition verticale. Donc, aller du fer vers l'acier, de la bauxite vers l'aluminium, du coton vers le textile, etc. Ou alors une diversification horizontale. Et là, la RDC peut ne pas se limiter simplement au secteur minier, qu'il est intéressant aussi de valoriser à travers sa transformation, mais aussi s'intéresser au secteur agricole. Et j'imagine que, je pense, dans les derniers chiffres que j'ai lus, vous avez un capital terre agricole qui est extrêmement important, qui est de l'ordre de 80 millions de Oui, des terrains, des hectares hectares. Donc, des terres arables. Donc, ce n'est pas forcément le secteur minier qui est peut-être à priorité. Ça peut aussi être une priorité d'ordre agricole qui va contribuer aussi bien au développement des terroirs, chaque terroir pour ce qu'il a comme ressources, son industrialisation, donc mettre en place des usines de transformation qui permettent de répondre aux besoins alimentaires de la population et d'absorber éventuellement le chômage et les besoins d'emploi. Et en même temps, déréguler le marché de manière autonome, donc être dans l'autonomie stratégique sur le plan alimentaire, et réfléchir peut-être à un échange plus large avec les pays africains qui s'ouvrent grâce à leurs États. Et là, la ZECAf peut être une opportunité de développement si on se développe sur nous. Par contre, si on reste dans ce qu'on appelle la dépendance, la ZECAf pourrait n'être qu'une occasion de l'accentuer encore davantage. Bon. Alors, monsieur le ministre, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment c'est enrichissant. Merci beaucoup. C'est lors de votre expérience large dans le secteur de fermure. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est expérience et ancienneté. Comment vous différenciez? L'ancienneté, c'est le renrôlement du fonctionnaire qui ne fait rien ni de sa vie ni de sa tête. L'expérience, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il a appris et fait en sorte de pouvoir le partager du mieux qu'il peut avec tous ceux qu'il sait. Donc vous avez à la fois l'ancienneté et l'expérience. J'espère pas d'ancienneté, de l'expérience. L'expérience surtout, et puis une expérience bien assumée, peut faire de vous quelqu'un d'expert dans un domaine donné. Exactement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Bani Talks et on reste connecté bientôt.